Arles est une petite ville de Provence qui parfois se prend pour une capitale. Aujourd'hui, c'est une tour de béton, de verre et d'acier qui, s'élevant dans son ciel d'azur, lui donne cette illusion. Moi qui suis né là, je peux vous en conter l'histoire. Une histoire débutée il y a un peu plus de 2000 ans, quand les Romains se sont mis en tête de construire ces arènes monumentales. Il faut dire qu'un bâtiment pareil, ça vous pose une cité. Du coup, Arles, comme la grenouille de la fable, se rêve plus grande qu'elle n'est en réalité. Déjà, au temps de César, elle se présentait comme la petite Rome des Gaules. Et depuis tout ce temps, elle n'a guère changé. Elle continue à se vouloir remarquable. Par exemple, la Révolution française a abattu la royauté. Eh bien nous, à Arles, nous avons toujours une reine, la reine d'Arles. À voir l'enthousiasme qu'elle soulève, avec ses demoiselles d'honneur, on n'est pas près de la renverser. Et puis de grands événements font encore briller la ville. Comme 2 fois par an, lorsqu'elle redevient le rendez-vous des aficionados qui assistent à des corridas de taureaux. Ou l'été, lorsque son théâtre antique résonne de la foule des amateurs de photos. Durant ces moments, Arles se sent encore comme une capitale qui vibre et qui gronde. Puis, l'hiver vient et les fantômes de l'ennui ressurgissent. Le Rhône gris charrie de la mélancolie et la place du Forum est déserte. Parfois même, il pleut. Pendant longtemps, les industries prospères ont permis aux Arlésiens de traverser sans encombre les rigueurs de l'hiver. Mais, une à une, elles ont fermé leurs portes. La plus importante d'entre elles, les ateliers SNCF, a laissé au cœur de la cité une friche de 11 hectares. Il a bien fallu se rendre à l'évidence. La ville avait sombré dans un sommeil profond. Et puis, par un beau matin de 2014, on a réuni les Arlésiens sur le boulevard Victor Hugo pour leur annoncer un nouveau destin pour leur ville. Un destin concocté par la mécène Maya Hoffman. La tour allait prendre son envol et redonner à la cité l'illusion de sa grandeur. Pour la gloire d'Arles et pour la gloire des Arlésiens, vive la Fondation Luma, vive Franck Guéret, vive Maya Hoffman. Maya Hoffman a fait l'acquisition de la friche des ateliers SNCF à travers sa fondation Luma. Cette bienfaitrice incontournable de la planète art contemporain est aussi et accessoirement la cohéritière de l'empire pharmaceutique Roche, l'une des premières entreprises mondiales du secteur, ceci permettant cela. Il y a quelque chose d'impérial chez elle. Elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut, elle le fait. Maya Hoffman a pas mal d'avance sur la plupart, sur l'opinion, mais même sur le monde de l'art, et que cette avance fait qu'elle a parfois difficile de comprendre ce qu'elle veut faire, parce qu'elle a une vision qui est à 20 ans, à 30 ans, et qui, je pense, même la dépasse sa propre existence. Mais pourquoi cette acquisition ? En fait, bien qu'elle soit de nationalité suisse, Maya a grandi comme moi sous le ciel d'Arles. Et comme moi, elle se sent ici, chez elle. Elle est aussi un peu comme l'Arlésienne. Si tout le monde en parle, il est plus difficile de la voir. Ce que l'on découvre, c'est son projet pharaonique, dont un bâtiment amiral, une tour de 56 mètres de haut, conçue, excusez du peu, par l'architecte américain Franck Guéret. Auteur du musée du Guggenheim de Bilbao, de la fondation Louis Vuitton à Paris et d'un nombre considérable de bâtiments à travers le monde,
Franck Gehry est considéré comme l'un des plus importants architectes de sa génération. Et donc, quand on choisit un des plus grands architectes du monde, forcément, ça nous projette dans la dimension. Et c'est-à-dire qu'Obama connaît Franck Gehry. Un futur de capitale pour une petite ville sans le sou. Je pense que c'est d'abord une chance que quelqu'un investisse de l'argent. Voilà, les moyens de la collectivité commune d'Arles, on n'a pas. C'est une réalité, on ne va pas se raconter de salade. On a une ville de 53 000 habitants, plus grande commune de France en superficie, qui demande des moyens en dotation d'État d'une ville de capacité de 150 000 habitants. Donc du coup, quoi qu'il arrive, cette ville est toujours en déficit structurel pour maintenir à minima nos services publics. Ce qu'on doit à la population, à cause de l'espace. Il y a des moyens, il faut s'occuper des voiries, il faut s'occuper de l'eau, il faut s'occuper de l'entretien des écoles, il faut s'occuper des hangars, il faut faire de la culture de proximité, du sport de proximité, enfin la vie quoi, tout simplement. Le projet de Maya Hoffman est donc une aubaine pour Arles, même si la maquette du futur bâtiment n'emporte pas tous les suffrages. À première vue, ce que j'en ai vu de la maquette, ça ne m'a pas convaincu. Allez, je vais être méchant. C'est un mixte entre un Rubik's Cube et Four Solaire de Font-Romeu. Je pense que ça va faire un peu comme le Corbusier, c'est à Marseille, lorsqu'ils ont fait la maison du Fada. Là. Ici, peut-être on peut appeler la tour du Fada aussi. Tout comme quand on a fait les arènes aussi, peut-être qu'il y a quelque chose. On était chez les Gaulois à l'époque, et c'était les Gaulois, ils fait le plus ou moins. Je trouve que pour Arles, c'est une chance extraordinaire. L'architecte, c'est quand même pas un rigolo, Franck Gehry, j'attends qu'elle soit finie, mais je trouve que dans un ensemble, c'est beau. Alors là, la tour, pour moi, c'est du gaspillage. Cette bonne femme, elle est pourrie de pognon. Elle ferait mieux de dépenser de l'argent ou le donner à beaucoup qui en ont besoin. De Jules César à Maya Hoffman, moi je vois quelque chose, je vois une ligne se tracer. Et jusque dans les lieux de culte, en passant par la Bible, la future tour devient sujet de prêche. Pour les constructeurs de la tour de Babel, cette tour poursuit leur œuvre d'unité. Ils parlent une même langue, ils vivent en parfaite osmose, et cette ville est sans doute construite afin de protéger ce microcosme sociétal auquel ils sont si attachés et si fiers. Je ne sais pas si les tours que les hommes et les femmes construisent aujourd'hui ont pour vocation d'être comme des maisons ouvertes à la promesse et à l'espérance. J'espère que la future tour d'Arles puisse en tout cas être comme un pont entre les Arlésiens. Pour l'heure, ce n'est encore qu'un vœu pieux, car à quelques encablures de là, la Fondation Louma organise un ballet des maquettes de Franck Gehry, comme un symbole. Cette mise en scène doit marquer le nouvel avenir de la cité. Mais à part moi, peu d'Arlésiens y assistent. La tour n'est encore qu'une vue de l'esprit. Une fois l'annonce faite, la ville retombe dans son quotidien et personne ne prête encore vraiment attention aux travaux de terrassement qui s'effectuent sur le site. Et puis le temps passe et la maquette laisse la place à un bâtiment où les étages s'empilent rapidement, comme par magie. Je pars filmer l'édifice qui risque bien de devenir un nouveau monument dans ma ville. Et ces structures en métal, c'est quand même c'est un truc c'est assez spectaculaire. Est-ce que techniquement ça représente des complications particulières? Ah oui, parce que vous pouvez pas aller chez Leroy Merlin et dire je voudrais faire une tour Gehry, donnez-moi ce que vous avez. Parce que là on est presque dans les techniques navales, c'est-à-dire qu'on a fait pour faire les murs, parce que ce sont les murs, on a fait des éléments préfabriqués, un peu comme des coques de bateau. On est dans une technique plutôt navale, donc très industrielle. Chaque pièce est unique, j'imagine. Là, chaque pièce, là, sur l'habillage, là, les briques, on a à peu près on a 11 000 briques et à peu près 9 000 petits bouts d'inox qui viennent remplir tous les trous.
Parce qu'on est aussi dans une façade, il y a une particularité, c'est que sur une façade comme ça, il ne faut pas qu'il y ait un trou de plus de 12 mm pour qu'on ne puisse pas avoir des oiseaux qui viennent nicher à l'intérieur et derrière ces briques. Et on a été jusqu'à mettre des joints entre les briques, parce qu'on s'est aperçu, quand on a fait les essais en soufflerie, qu'il y avait des phénomènes de sifflement parfois. Et donc on a bouché ces ouvertures de 12 mm avec des joints en caoutchouc, on va dire, pour qu'il n'y ait pas de problème de sifflement. On t'empêche de repeindre tes volets ou de faire des réparations dans la ville parce que c'est site protégé. Alors on t'impose de mettre les volets, on t'impose de mettre les tuiles, on t'impose la couleur. Et voilà. Et eux, ils dénaturent pas. Là. De partout où tu vas, de partout où tu arrives, tu as cette merde. Là. Voilà, il faut le dire. Les gens, ils ont envie de faire des choses modernes dans l'ancien, ils ont envie de choses qui sont pas... C'est très paradoxal, c'est très paradoxal, parce que en fait, les gens ont tous très envie que les choses se passent, que leur art soit conservé comme il est, mais au moment d'arriver à travailler eux-mêmes pour faire les choses, il y a une petite schizophrénie qui s'installe. C'est-à-dire que c'est bien quand les autres respectent bien le bâti, par contre, quand c'est leur tour à eux, c'est plus difficile. Et quand tu dis je tente de leur imposer, jusqu'où ça va ta possibilité de contrariété, de contrainte, pardon. Bon, tu vois, j'ai mis le mauvais adjectif. On va le dire simplement, je leur impose. Il y a des gens qui t'en veulent, j'imagine, dans cette vie. Ah oui, naturellement. Il y a des gens qui t'en veulent parce que tu leur empêchais de mettre du PVC. Alors, ce qui arrive très souvent, c'est qu'on me dise, quelques années après qu'on se soit empaillé, engueulé, et on va me dire, vous avez eu raison. Oh. Quand on connaît le caractère des Arlésiens, c'est pas gagné d'obtenir un truc comme ça, même des années après, de me dire, vous avez eu raison parce que finalement, je suis assez content du fait que vous m'ayez obligé à faire de la qualité, alors qu'au départ, j'avais compté le petit sou et ça faisait trop cher et ça allait pas, alors que bon... Dès les premières réunions, il y avait trois influences pour ce bâtiment. C'était les alpilles, donc ça c'est la forme des tours avec ces compressions rocheuses. Il y avait bien sûr les arènes d'Arles, parce que sinon ça ne marchait pas. Donc la rotonde qui vient encercler ce bâtiment et le fermer. Donc c'est le rappel aux arènes d'Arles. Et puis il y avait une dernière notion qu'on avait du mal à comprendre, c'était le toucher de pinceau de Van Gogh. Alors là, quand vous avez une formation d'ingénieur et que l'architecte vous a dit que moi ce que je voudrais c'est le toucher de pinceau de Van Gogh. Alors on dit pas, on n'éclate pas de rire, mais voilà quoi. Et il y a eu ces années de recherche, parce que ça a duré des années. Et un jour, quand vous avez fait votre boulot d'ingénieur et réussi à accrocher ces briques, avec un architecte qui était content des briques individuellement, on va dire, et d'un seul coup, vous voyez la globalité de l'ouvrage avec un coucher de soleil, et là, vous comprenez le toucher de pinceau. Et moi, je dis toujours, c'est pas une tour impressionnante, c'est une tour impressionniste. C'est-à-dire qu'un coucher de soleil sur la tour, c'est bientôt le soleil se couchera à l'est, en fait. Quand tu parles de la zone sauvegardée, ça représente quoi? Alors, on a tout l'ancien intramuros, ça c'est le secteur sauvegardé depuis, comme il était défini dès 1993. Depuis la mise en révision, on a acquis tous les quartiers du 19e siècle. Ouais. Et jusqu'à la voie de chemin de fer, et jusqu'à la tour Luma. Mais on n'a que le boulevard, on n'a pas les SNCF. Pour là-bas d'ailleurs, c'est vrai, c'est une bonne question ça. Là, moi, mon domaine s'arrête sur le mur de clôture. Tu as la ville d'Arles, tu as les Aristos avec leur petite tourelle, tu as la mairie avec sa tour, hein, et tu as Saint-Trophime, la place de Dieu. Quoi. Donc, et là, on est plus haut que Dieu. Tu vois, il y a quand même un moment où... Comme quoi, c'est possible. Oui, voilà. Oui. C'est bon, tu vois, moi, ça ne me gêne pas vraiment dans la mesure où ma foi ne m'étouffe pas. Moi, ce qui m'étonne, je ne sais pas si c'est un choix architectural ou pas, c'est qu'effectivement, tu ne peux pas arriver dans la ville sans le voir. C'est ça, c'est sûr. Par contre, quand tu es dedans,
t'as pas du tout la pression de ce truc. Ah non, du tout. Tu peux passer une semaine dans la ville sans voir la tour. Quoi. Ouais, c'est ça. Si on t'emmène pas la voir, que t'es arrivé par la gare sans tourner la tête, tu vois pas. J'ai été très surpris du choix de Mayer Hoffmann, qui pour moi, au début que j'en ai parlé de ça, je me suis dit, bon, ça sera un bâtiment écolo, ça sera quelque chose qui va quand même appartenir aux sensibilités qu'on connaît à la famille. Une tour de grande hauteur, j'avoue que sur le moment, si c'est... Attends, il y a une autre Mayer Hoffmann que je connais pas. C'est une nouvelle. Quand même comme une sorte de gros monstre là qui est en train d'être habillé et c'est assez fascinant. C'est le geste architectural qui est impressionnant, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça, quand Hein, même. ouais. Au-delà de tout ce qu'il peut y avoir comme polémique, etc., je trouve quand même assez épatant. Et tu vois, quand je parlais de totem, ça me fait penser plutôt à un iceberg, là, qui est en train, t'as le sous-sol, et puis t'as cette chose-là qui est en train d'émerger, puis qui est un peu perdue, au milieu de tous ces bâtiments qui sont quand même des bâtiments historiques. Et là, c'est ce truc nouveau qui flotte sur cette mer d'histoire, quand même, quelque part. Et je trouve ça quand même assez épatant. Et la cheminée, elle se trouve où? Alors, je ne sais pas. Il me semble, je suis en train de réfléchir aux images d'archives que j'avais vues, il me semble qu'elle était près de la mécanique ou près des forges. Je pense que ça devait être près des forges, puisque c'était pour évacuer. Et tout ça avait brûlé. En fait, le toit des forges a brûlé, de même qu'une partie de la mécanique. Parce qu'à l'origine, la mécanique était aussi longue que la grande halle et les forges, c'était vraiment un axe total. Vous avez des cheminots qui ont fait la visite? Mais pas beaucoup. Il y en a un qui est venu il y a 1 an et demi à peu près, parce qu'on avait organisé une visite avec les amis du Vieil Arles. Et eux avaient sollicité un cheminot qui était venu. C'était assez émouvant d'ailleurs, parce que lui était là, il était là avec ses enfants. Combien il y avait au maximum dans les ateliers? Vous vous rappelez de ça, vous savez? En quelle année il y avait le plus d'ouvriers? C'était un peu avant la guerre, ils étaient 1500. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient, ils faisaient les obus, tout ça. Là. Ils avaient embauché beaucoup de monde. Hein. Puis après, petit à petit, quand la vapeur commençait à disparaître, alors là, ça a été la chute. Là. Parce qu'on faisait les locomotives à vapeur. Là. Des roues jusqu'à la cheminée. Hein. Et du coup, la ville, elle était rythmée avec la sirène, j'imagine? Oui. Alors, il y avait la sirène à 7h moins le quart. J'habitais à Pont-de-Croix. Je me levais parce que j'arrivais toujours à la bourre. Je me levais à 7h moins le quart. Je mis le pantalon et le vélo. J'arrivais ici, c'était 7h moins 2, 7h moins 1. Alors, des fois, quand je voyais que c'était juste un coup de poing à la pendule, l'aiguille, elle revenait à l'arrière. Au début, les ateliers, c'est la prison ici. C'était sévère, hein. Pour aller aux toilettes, on avait un jeton. Et les cheminots, ça les a choqués un peu de faire ça, là. Et de vendre les ateliers, quoi. Ça a été débradé, quoi. L'atelier des roues, le terrain des roues, ils ont vendu ça à 80 centimes le mètre carré. Là, ça a été pareil. Ils ont acheté ça pour 4 sous, quoi. Alors, comme Mme Hoffmann a les bras longs, un peu longs, elle s'est imposée là-dessus. On a donné le gâteau, là. Et vous, ça vous fait penser à une autre... Ça vous fait penser à quoi, cette tour, pour vous? Mais ça paraît bizarre, parce que c'est moderne, hein, vis-à-vis de la ville, que c'est romain. Ben, il vaut mieux ça qu'une usine atomique. Hein. Alors que les travaux de la tour accaparent toute l'attention, comme un arbre qui cache la forêt, les bâtiments alentours, datant du 19e siècle, sont rénovés un à un. C'est là que la fondation Luma
organise ses premières journées portes ouvertes sous le vocable Luma Days. Parmi ces événements, un colloque un peu particulier. Le New Museum de New York, après Détroit et Athènes, y tient ses Idea Cities, des idées pour les villes. Durant une semaine, urbanistes, designers, architectes venus du monde entier doivent plancher sur des scénarios afin d'imaginer le futur d'Arles. Et tu sais qui sont les gens à l'intérieur qui participent à ces réflexions? Il y a des gens d'un peu partout dans le monde, il y a des gens d'Arles, puisque une attention particulière a été portée. Moi, sur 40, j'en ai compté 3 du coup, ça fait quand même pas beaucoup. Hein. Je crois que c'est un tiers. Il me semble que c'est un tiers, oui. Ah, moi, en tout cas, c'est l'intention qui avait été affichée, donc on verra bien. Je vais justement parce que hier moi j'ai filmé, c'était tout en anglais, c'était un peu bizarre. Quand ça, même. oui, ça c'est. Pour parler du territoire arlésien. C'est sans doute un problème, drôle, oui. Hein, c'est sans doute un problème, on est bien d'accord. Bon. La réflexion là, qui est menée à l'intérieur, j'ai fait un saut hier. Bon, j'étais juste un peu surpris que ça parlait beaucoup anglais, je trouvais. Je pense qu'à Arles, on parle anglais comme de partout dans le monde. Parce que la dimension d'art, c'est d'être justement à New York, à Berlin, à Paris. Et les acteurs aujourd'hui locaux parlent anglais, y compris les élus d'ailleurs, et les collaborateurs d'élus. Donc on est tout à fait dans cette dimension d'une ville capitale. Idea Cities a des règles strictes. Les participants sont enfermés sur place et dorment sur des palettes. Il s'agit d'un véritable Koh-Lanta du brainstorming. J'avais même dit adieu à mon petit garçon en lui disant « Papa rentre dans une semaine ». Et j'avais fait venir mes parents à Arles pour qu'ils le gardent. Je m'étais organisé. Pour moi, on n'avait pas le droit, j'avais signé, j'avais pas le droit de rentrer chez moi. Et puis en fait, dès le premier jour, j'ai commencé à parler avec les autres. Et les autres Arlésiens, ils me disent « Oh, ça va pas, t'es fou, moi je rentre vers chez moi ». En organisant ce séminaire, Maya Hoffman révèle une partie de ses ambitions, faire entrer Arles dans le XXIe siècle. Elle révèle aussi ses influences. L'écrasante majorité des acteurs viennent d'outre-Atlantique et découvrent Arles pour la première fois. Ils étaient quand même très axés sur qui sont les Arlésiens, qui ça concerne Luma, mais presque un peu trop. Hein. À un moment donné, ils voulaient absolument trouver des minorités et quelque part, je pense qu'ils cherchaient aussi des conflits de minorités. Et tout de suite, effectivement, il y a eu cette question de qui sont les gitans, qui sont les gens défavorisés. Et il y a des moments où je sentais que ce discours était quand même légèrement décalé. Quelque part, leur regard était hyper intéressant, mais en même temps, c'était quand même une grille de lecture très forte qui aussi correspondait à leur histoire. Qui correspondait à leur histoire, à la culture américaine. Moi, les Luma Days, je sais pas, on en parle comme si c'était l'alpha et l'oméga de la culture internationale, mais pas un académicien, pas un chercheur, pas un universitaire de l'Académie Aix-Marseille n'a été invité. On a fait venir des gens, des Américains, des Canadiens. Oui, mais c'est le réseau, autour des artistes qui... Mais les chercheurs locaux ne sont pas meilleurs, pas moins bons. Donc je pense que c'est encore une fois de l'irrespect sur des hommes et des femmes du territoire avec leurs compétences. C'est vrai qu'en tant qu'Arlésien, on a aussi le droit de réfléchir à ces différents scénarios, non? Scénario 4, ville UNESCO 3.0. Je laisse un petit blanc parce que je cherche un peu à comprendre le titre. Une ville moyenne inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, en effet. Arles peut-elle créer un modèle alternatif de Smart City? La technologie peut-elle faire d'Arles une ville pilote pour les services urbains? Comment Arles peut-elle conjuguer des usages technologiques avancés dans les sites du patrimoine classé? Sur quel type de scénario tu as réfléchi, toi, alors, par rapport à Arles? On avait une idée de comment on a les Vélibres à Paris, d'avoir le cheval libre à Arles, un sorte de réseau de chemin pour public pour qu'on peut prendre un cheval en Arles et prendre jusqu'à la mer sans pariage. Un des exposés les plus intéressants, c'est un exposé ironique
qui présentait Arles dans le futur. Ça, je trouvais que c'était très bon. Une sorte de ville de science-fiction où en fait il y avait de l'art contemporain partout. Donc ils avaient mis des canis géants, tu sais, à la Jeff Koons. Les rues étaient pavées de gros points de couleur de cette artiste japonaise. Enfin, ils avaient fait une sorte de représentation de Arles où il n'y avait plus que des graphistes, des co-designers et des artistes contemporains. Il n'y avait plus personne d'autre en fait. Il paraît que c'est comme ça, la nouveauté, c'est des projets en mouvement. Pendant 15 jours, il y a une piste et puis on change, et puis c'est comme ça. Mais malheureusement, tant que ça se passe là-bas aux ateliers SNCF, les anciens ateliers où il y a une convention, ça va. Mais quand on commence à s'ingérer dans la ville, où on considère que les Arlésiens sont des cobayes, pour certains, des ploucs pour d'autres, et qu'on va essayer de fabriquer depuis New York, depuis Lausanne, depuis Los Angeles, la ville de demain avec nos volontés, comment on le voit. Est-ce que le but demain de faire de cette ville une ville touristique où les Arlésiens seraient des intermittents du tourisme, ils se déguiseraient en gardiens s'il y a besoin de faire 2 photos en arlésienne, en je ne sais pas quoi. Il y a peut-être dans cette adaptation de nouvelles technologies, tout simplement, le fait de dire, prenons une ville déjà agréable, prolongeons-la dans ces aspects agréables qu'elle possède déjà et installons-y des gens qui, eux, feront des métiers intéressants. De la même façon que la Californie est le meilleur endroit pour... tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Si les ambitions de la Fondation Luma échappent encore au plus grand nombre, il est au moins une activité que tout le monde comprend, la danse. Maya Hoffman accueille en résidence les danseurs du LA Dance Project. Avec cela, c'est sûr, Arles parle anglais. You come from the USA? Yes, it's very different, but it's beautiful. I mean, just sitting here right now, this quiet view, and the people in town are all very welcoming, which is very nice. And have you learned some French words or not? No? Not confidently. I've gotten really good at saying... to speak... She's better. I say, je suis désolée, je ne parle pas de français. Ah, très bien. On est confronté à des choses différentes quand on vient à Luma. On peut aller voir l'atelier, comme on peut aller voir une conférence, comme on peut venir voir des chorégraphes, comme on peut... Ça représente aussi simplement les intérêts de Maya, que ce soit l'art contemporain, le passé, les archives, l'atelier avec le design, l'environnement. Donc c'est vraiment... c'est pas au hasard, ce sont que des sujets qui passionnent Maya Hoffman. Mais l'endroit le plus surprenant du site pensé par Maya Hoffman est sans nul doute les ateliers Luma. Je découvre là un véritable laboratoire de recherche couplé à un atelier de production. Parmi les projets en cours, un designer y met au point le camion Ben du futur, une poubelle à la mobilité vertueuse. Où va se loger l'art? On a en fait simplement retravaillé toute la carrosserie de cette fusille avec les matériaux et l'artisanat marocain. C'est du cuivre rouge et jaune essentiellement, c'est de l'os de chameau et de vache pour faire l'arrière et l'avant. Ouais. On a transformé la boîte de vitesse en changeant le rapport pour avoir en fait en diminuant la vitesse plus de puissance de traction. Donc en gros on transforme ce petit bolide en une locomotive. On lui a ajouté Il va tracter quelque chose derrière, oui, d'accord. Voilà, on lui a ajouté de quoi tirer des remorques. Et puis on fabrique nos remorques. On a une première qui commence à prendre forme. Il y en a 3 qui vont suivre. C'est une société ici à Arles qui s'appelle Axon qui nous a fait ça. C'est une presse à carton qu'on a dessinée qui va nous permettre de tenir... voilà, il va mettre donc Taco & Co qui va être utilisateur de ça va poser son carton ici. On en fait des briques. Là on aura le verre.
On aura une dernière ici avec des poubelles pour les déchets ménagers. Et puis on aura un transport de personnes. Ce qui serait idéal, pour moi, ce serait que ce petit bolide soit utilisé un peu comme un marchand de glace. Quand on entend la petite musique, on descend choper un cornet de glace et on a un sourire. Et ils entendent, ils descendent avec leurs ordures un peu triées. Ils répartissent ça ici. L'idée, c'est de créer une économie alternative. On leur donne, on leur rachète symboliquement leurs matières premières avec une nouvelle petite monnaie qu'on fait qui ne circule que sur la ville d'Arles. On crée sur le site ici à terme une ferme à vers de terre, donc un compostage actif. Et on recycle toutes les ordures ménagères, on en fait du terreau. Ce terreau, ils peuvent l'acheter avec la monnaie. Ils peuvent aussi acheter des services dans la ville pour qui veut participer, y compris les cornets de glace. Plus loin, on cultive des algues pour en extraire des biopolymères, susceptibles de remplacer le plastique. Puis, à l'aide d'imprimantes 3D, on fabrique des objets. Et pas n'importe quels objets, des récipients inspirés directement de l'Antiquité romaine. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises, car dans les ateliers Luma, la recherche permet d'obtenir les matériaux les plus insolites. Mais pour en faire quoi? Et ce qu'il y a derrière vous alors, cette espèce de panneau gris là, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ça? C'est des moules. Des moules? Des moules avec une colle de pommes de terre. Et quand on dit des moules de... Des moules de la région. De Bouchot en fait quoi. Et voilà. Hein? C'est des moules qui ont été j'imagine, qui ont été écrasées. Des moules qui ont été récupérées dans différents restaurants de la région, qui ont été écrasés et qui ont servi à faire ce matériau-là. Là, c'est la téline en fait, qui est ce coquillage qu'on adore dans la région. Bien sûr. Il ne reste plus qu'à trouver l'application. Donc tous ces matériaux en fait vont nous permettre de créer ce que va être la collection Luma. Donc une série d'objets qui sera fait avec les designers en résidence ou avec d'autres designers plus connus qu'on est en train de sélectionner. Voilà. Et donc la collection Luma, ça sera en vente alors ça? Ça va être une collection qu'on va proposer. On ne sait pas encore comment est-ce qu'elle va être, voilà, mais... Nous voilà au 9e. C'est le dernier? Voilà. Bonjour. Pendant ce temps, dans la tour, le chantier se poursuit, au rythme des améliorations voulues par Maya Hoffman. C'est intéressant parce que de la façon dont Madame Hoffman travaille, c'est que les choses sont mises sur plan, mais au fur et à mesure, c'est comme une maison, c'est comme une maison personnelle, individuelle. Une fois que les plans sont mis en place, on s'aperçoit que pendant la construction, on préférait avoir ça ici et ça ici, ce qui fait que on ajuste à la dernière seconde. L'ajustement est fait comme une machine. Il est fait vraiment à la dernière minute quand la machine commence à rouler. On ajuste le tout. C'est un peu, et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais. On a des fenêtres qui s'ouvrent. Ça, c'est pareil. À cet étage-là, tu as des fenêtres qui s'ouvrent. Elles s'ouvrent toutes, en fait. Et ça, par exemple... Ça, c'est une volonté de l'architecte aussi? Non, ça, c'est une volonté de Maya Hoffman. D'accord. L'architecte, lui, avait dessiné des boîtes vitrées, comme beaucoup de bâtiments, les tours, etc. Les fenêtres ne s'ouvrent pas. C'est Maya Hoffman qui a dit, oui, mais moi, il a beau être climatisé, le bâtiment, si je veux un peu d'air frais, je veux pouvoir ouvrir les fenêtres. Et donc, voilà, le dessin a été repris. Et ces fenêtres, elles s'ouvrent et elles permettent d'avoir de l'air frais. Normalement, ça ferme bien. Bon, voilà. Celle-là, elle n'est pas réglée. La destination finale de la tour reste assez mystérieuse. Bien sûr, il va y être question d'art. Outre les salles d'exposition, il devrait y avoir des ateliers d'artistes, un centre d'archives. Pourtant, on ne peut considérer le futur de ce bâtiment comme un simple musée d'art contemporain. Alors, que nous réserve cette tour? On aimerait bien le savoir. Les gens aiment bien faire rentrer les projets dans des cases. C'est quoi ce projet? C'est quoi cette architecture? À quoi ça sert? Et il n'y a pas de réponse fixe à ça. Et c'est dans l'ADN même du projet.
Maya, elle pense ce projet qui est en évolution, elle a pensé tout cet écosystème, tu l'as dit, il y a Atelier Luma, il y a les autres opérations, il y a les autres projets, les autres bâtiments du parc des ateliers. Et ça se veut expérimental, ça se veut nouveau. Par définition, c'est en rupture. C'est pas un copier-coller d'une institution culturelle qu'on connaît, qui marche. La vision de Maya, elle est de créer quelque chose qui, par nature, ne s'est jamais fait. Et donc le fait que ça soit déroutant, et le fait que les gens, on entend souvent, mais à quoi ça va servir, on ne comprend pas, c'est juste la vérité. Et il faut le prendre pour ce que c'est. Et je pense que c'est même une des grandes qualités de ce projet. Un autre exemple qui illustre ça, c'est le fait qu'on demande à des entreprises, sur certains espaces, de ne pas les terminer. Parce que Maya veut faire une collaboration avec un artiste pour finir la cloison, pour finir tout ça. Donc on dit à des gens, à des majors, votre contrat, vous allez le terminer comme prévu à telle date, mais ça, vous allez le laisser pas fini. Et ça, les gens, alors, si on leur demande, ils le font, mais ça a du mal à rentrer. Et en fait, c'est révélateur d'un état d'esprit. Il y a des gens qui sont bons, mais qui sont rigides. Ils se disent, attends, comment on va finir et puis on va laisser ça pas fini? C'est pas possible. On veut finir. Là, non, on va pas finir. Alors, pas finir, c'est compliqué. Finir, c'est facile. C'est facile à définir, mais pas finir. Comment on finit pas? Pourtant, il faut pas finir, mais il faut le faire bien. Moi, ma femme, je sais pas que... Ça fait 2 ans que je mange de la poussière, moi. Je sais pas si on pourra y avoir accès déjà. On ne fait pas partie des VIP, nous. Vous n'êtes pas rentré dedans? Vous n'êtes pas allé voir ce qu'il y avait à l'intérieur? Non. À quoi elle est finie? Non, mais il y a des choses autour. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a pas de la tour, quoi? Elle est belle, mais attends, c'est celui qui va aller manger au restaurant, là, ça il coûtera cher. Hein. Ouais, c'est 200 € là, par tête. C'est pas vrai. Ça sera, eh ben ça va. Pas 200 €. Tu crois que c'est pour les gens comme toi ou moi? Bien, je crois que cette œuvre de Maya Hoffman, on peut dire que c'est son œuvre, est quelque chose qui va apporter encore plus de lumière à Arles. Et il faut que tous les Arlésiens le comprennent. Non seulement les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs, mais également le peuple d'Arles. Et il faut qu'on étudie bien avec la municipalité, avec Maya, comment le peuple ne se verra pas écarté de quelque chose qui, comme un beau quartier, serait réservé à une élite de l'argent ou de l'esprit. L'offre culturelle qui sera proposée devra absolument concerner les Arlésiens, parce qu'il n'y aurait rien de pire que de créer une fracture entre deux populations. Celles qui trouveraient un intérêt ou qui auraient la curiosité d'aller voir ce qui se passe sur ce site, et d'autres qui estimeraient que ça ne les concerne pas. Qu'on se rassure, un volet du projet Luma devrait sûrement dans le futur emporter l'adhésion des Arlésiens. C'est le parc paysager, prévu pour couronner l'ensemble du site. Au cœur de ce jardin, aux inspirations multiples, un étang sera même creusé. Là encore, l'ambition est énorme. Carrément à l'entrée, on a gardé les 2 micro-colliers qui créent cette sorte de voûte. Et on a planté ces arbres-là qui vont faire la même chose pour créer aussi un moment à l'ombre, parce qu'il fait tellement chaud en été à Arles. On sera dans l'ombre, ce sera une sorte d'effet de clair-obscur. Les yeux vont s'habituer à l'ombre, et puis quand on arrive en bas, bang, on voit le lac, on est dans la lumière, et on crée ce contraste en fait. Ça c'est des noisetiers. Des noisetiers. Voilà. En deuxième plan, il y aura des noisetiers parce qu'ils vont vraiment créer cet effet du tunnel, et on va les planter entre les érables. D'accord. Et après encore, sur le sol, on aura une sorte de graminées plutôt noires pour vraiment créer ce... Waouh. Et c'est Arles, hein? C'est Arles, c'est ça qui est magnifique. Pour créer cet effet avec les végétaux, en fait. On a voulu créer une sorte de porte d'entrée, mais végétale. Avant de parler du projet, il faut parler de l'existant. On a vraiment étudié l'existant parce que, comme on avait vu, il a été creusé dans le rocher. Du coup, on est sur un sol qui n'est pas naturel. C'est un rocher. En plus, on l'a bétonné pour créer le parc des ateliers, pour réparer des locomotives. Et du coup, c'est un sol sur lequel rien ne pousse. On le voit bien. Normalement, la nature, elle arrive assez vite à recouvrir un site. Ici, à part les 2-3 arbres, il n'y a rien.
Du coup, la question pour nous, pour ce projet, c'est comment créer un écosystème là où il n'y a rien. Et du coup, il faut tout repenser. Il faut penser l'eau, il faut penser terre, il faut penser ancrage, il faut penser comment les végétaux vont vivre ensemble. Il faut vraiment créer un monde à partir de rien. Pas tout à fait de rien quand même. Le canal qui passe à côté va donner un sérieux coup de main. Sacré Craponne, il a quand même creusé le canal dans le XVIe siècle. Il a fait faillite, mais il était visionnaire parce qu'il voulait amener de l'eau pour irriguer la Crau. Et la Craponne amène de l'eau depuis la Durance jusqu'au Rhône. Et cette Craponne nous permet aussi de faire notre projet parce qu'on va utiliser l'eau de la Craponne pour le stocker dans le parc. Pour les touristes, ce serait parfait de rentrer dans les Aliscamps, parce que tout le monde veut voir les Aliscamps, voir l'image, avec l'image de Van Gogh ou de Gauguin en tête, et puis de sortir au bout et de rentrer dans le parc par l'entrée sud, traverser le parc, remonter et refaire une boucle vers la ville. Mais du coup, comme ça, le visiteur, imaginez-vous, en 1 heure, il a vu les Aliscamps, Saint-Honorat, la Grande Halle, le parc, le bâtiment de Frank Gehry, en face l'école nationale de Barani. Il y a une balade incroyable à faire à travers les siècles de l'humanité, en fait. Un périple exceptionnel pour une si petite cité, qui aurait même pu devenir un lieu de pèlerinage pour la chrétienté, si la petite chapelle, située tout à côté de la tour Louma, n'était tombée dans l'oubli. On est où là? Alors, on est, comme tu le vois, à la chapelle de la Juniyade. Il y a une plaque là. La légende dit que le Christ serait apparu et aurait posé son genou dans cette chapelle. Comment il doit faire pour aller jusqu'ici? Histoire comme toi, ça croit des histoires comme ça? L'intérêt, c'est pas de savoir si j'y crois ou pas. Moi, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir la modestie de penser que le Christ est venu poser son genou dans cette toute petite chapelle d'Arles. Avec ses 4000 mètres carrés de façade en inox, la tour devrait avoir un avenir plus brillant que la petite chapelle de la Genouillade. Et alors même que son ouverture au public est loin d'être fixée, elle s'inscrit déjà dans le paysage arlésien comme un nouveau monument. Après, être contre quelque chose qui est construit, on ne va pas le faire péter, on ne va pas l'enlever, on nous a imposé ça, on ne nous a pas demandé notre avis. On avait déjà les arènes, le forum, le théâtre antique. Ça s'est construit sur une nécropole romaine, c'est un peu une honte, c'est pour ça qu'on l'appelle ça Shame Tower, la tour de la honte. Et puis je trouve que c'est une architecture dépassée. Moi j'ai quand même pas mal voyagé dans ma vie. Quand vous allez dans le sud de l'Argentine, vous avez des constructions d'hôtels avec des arbres en entier, avec du bois, avec des matériaux nobles. Voilà, et ça c'est franchement, ça va mal vieillir, quoi. Mais pourquoi vouloir rentrer dans l'histoire? Pourquoi vouloir créer un truc qui je ne vois pas l'intérêt de... On a tout ce qu'il faut déjà. Mais il n'empêche que c'est une accroche touristique magnifique et une renaissance et une reconnaissance de la ville qui s'est toujours un peu étouffée dans sa romanité en quelque sorte. Alors là on rentre dans une modernité, alors ça choque, mais on va s'y faire. La tour soulève quand même pas mal de questions sur les rapports entre public et privé. D'ailleurs, qui fera quoi dans le futur? C'est flou, quoi. C'est flou. Et après, derrière, on s'étonne qu'il y a beaucoup de rumeurs qui s'échangent, etc. C'est que ça communique très mal autour du projet. Ça communique très mal. Et du coup, nous, ça nous laisse une latitude pour investiguer. C'est intéressant pour nous. Merci beaucoup.
Il y a aussi encore un article sur la Fondation Louma, on n'arrive pas à arrêter d'en parler, mais on aimerait bien parler d'autres choses, mais bon, voilà. C'est quand même l'actualité du moment. Oui, non, mais voilà. Et puis la confusion un petit peu entre le public et le privé à Arles. Donc comment est-ce que Arles va se dépatouiller? Et ça pose la question que vous évoquez du partenariat public-privé. Là, vous avez la chance d'avoir un partenaire privé qui ne demande pas à gagner de l'argent, qui ne demande pas à ce qu'on lui rembourse ses investissements. Ouais, pas trop, disons. Mais qui demande simplement que l'investissement qu'il fait, en particulier le parc, ce soit la ville qui l'entretienne. Mais ça, c'est 150 000 € par année d'entretien. Ça, il faut être clair. Ça, justement, c'est pas clair. Ben non, mais j'entends. Bien sûr, votre maire n'ose pas répondre. C'est évident que vous avez un équipement de ce type, avec la qualité que Maya veut y mettre, ben, vous devez l'entretenir, vous devez le jardiner, surtout avec la chaleur que vous avez chez vous. C'est évident que c'est... En tout cas, chez moi, j'aurais dit c'est 150 000 francs suisses par année pour le jardinage. J'espère que tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et que finalement, il y a un vrai lien entre la fondation et la ville qui se crée. Et pour l'instant, c'est en construction. Et voilà, faut pas louper des étapes, quoi. Moi, je reste optimiste. Les arènes romaines ont bien permis le développement de la tauromachie, qui est aussi une forme d'art. Et qui a inspiré tant d'artistes jusqu'à aujourd'hui. Alors, la nouvelle religion d'Arles sera-t-elle la culture? Et la tour deviendra-t-elle lieu de pèlerinage pour les aficionados de l'art contemporain? La Fondation Louma travaille déjà en ce sens, en organisant pour les petits Arlésiens des opérations de formation à l'art sous toutes ses formes. Non mais franchement, non, ok, donc ça c'est la jambe et ça c'est moi. Recharger. Tu vas attendre que celui qui était à l'intérieur sorte peut-être. Jusque dans le cœur de la ville, l'effet Louma commence à se sentir. En promenant dans les rues de la petite cité, on découvre désormais un nombre impressionnant de galeries d'art. C'est une vieille maison d'Arles, donc une vieille maison d'Arles, ça a des coins et des recoins. Là, vous arrivez dans une partie qui est hors âge, puisque en fait, une partie du sol est datée du IVe siècle, donc vous voyez... Je tiens un petit peu à ce que ce lieu, il reste un lieu underground, avec de l'émergence de talents qui n'ont pas eu l'opportunité d'arriver comme ça et d'être présentés dans des grosses structures. Moi, je pense qu'il y a des pépites et qu'il faut aussi leur permettre d'émerger. Donc en fait, l'été, effectivement, il va y avoir une explosion. On va arriver à 150 galeries pendant une semaine. La semaine des highlights des rencontres de la photographie. Déjà, la semaine suivante, la deuxième semaine de juillet, il y a déjà un tiers des galeries qui est parti. Et pour arriver à décembre, à ce que nous soyons plus que 4 ou 5 ouverts. Maya Hoffman est persuadée que dans le futur, les visiteurs du monde entier se presseront à Arles pour découvrir son complexe culturel et son phare, la Tour Louma. Aussi, en prévision de cette réussite, elle a fait l'acquisition de plusieurs restaurants et hôtels dans la ville via sa structure, les Maisons d'Arles. Fidèle à son goût, elle a demandé à l'artiste américano-cubain Jorge Pardo de repenser les 6000 mètres carrés du vieil hôtel Arlatan pour en faire une œuvre d'art totale.
est pas mal. Alors après, je peux le repasser à l'encre de Chine aussi plus tard. Alors j'ai lu ça dans un article, je pense que c'est pas forcément exactement les propos, par exemple, de Maya Hoffman, mais elle a beaucoup d'ambition pour Arles, et il y avait quand même l'idée d'en faire une capitale de la culture. Alors peut-être une capitale mondiale, bon, c'est vrai que c'est un peu énorme comme projet. Du coup, ça permet peut-être de dire que Arles est partout. Alors je place Arles sur des tas de cartes, et donc tu as une sorte de dérive des continents. Voilà, j'appelle ça une tectonique, c'est une tectonique culturelle, où on va retrouver Arles en URSS, en Australie, au Groenland, en Angleterre, etc. Il reste évidemment beaucoup de questions en suspens, et il faudrait être devin pour connaître dès aujourd'hui toutes les réponses. Tout le monde espère néanmoins qu'Arles sera au final sauvé du marasme par l'ambition de Maya Hoffman. Ce qui est sûr, c'est qu'un nouveau monument orne ma ville et que je pourrai dire à mes arrière-petits-enfants « Je l'ai vu sortir de terre ».